Merci beaucoup. Jérôme Lemaire, sans transition. Merci. C'est dense. Alors, j'ai quelques... Tu as des slides. Voilà, je vais montrer. Ah oui, j'ai rien précisé. Écoutez, moi aussi, c'est un grand plaisir d'être ici, devant une assistance fournie. Je me rappelle que quand j'étais topin dans un lycée qui est tout près d'ici, boulevard Saint-Michel, je suis venu une fois pour un mercredi après-midi, il y avait un cours de préparation à l'agrégation d'histoire. L'assemblée n'était pas aussi fournie qu'aujourd'hui. Bon, alors... Je ne sais pas comment il faut l'interpréter, mais c'est sans doute votre succès personnel à l'un et à l'autre. Il faut croire, voilà. Mais les rangs sont assez bien fournis, hein, généralement. Alors, on est sur un domaine, effectivement, où il y a, je dirais, il y a beaucoup de choses qui se disent. Donc, je suis venu modestement, je me suis dit, il faut essayer qu'on contribue un petit peu à rétablir certains éléments, notamment autour de ce qui est possible et pas possible. Et moi, ce qui m'avait beaucoup frappé quand j'ai commencé à faire de l'intelligence artificielle et donc quand j'ai eu des cours d'intelligence artificielle, j'avais un prof qui nous avait accueillis en nous disant, j'aime bien le rappeler, il nous avait dit, je pense que des fois, malheureusement, c'est encore vrai, la moitié de ce qu'on dit sur l'IA est faux, l'autre moitié n'est pas possible. Voilà. Alors vous me direz, c'est pas pire que Alan Greenspan qui avait dit, si vous avez compris tout ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. Bon, voilà. Mais néanmoins, ça mettait un peu dans l'ambiance et c'est un domaine, effectivement, là, il y a plein d'explications. C'est parce que je pense qu'on touche autour de l'intelligence humaine et du raisonnement et qu'effectivement, je dirais, on est à la croisée de beaucoup de chemins et de sciences. Et il y a toujours eu un côté assez passionnel d'ailleurs. Alors c'est vrai entre les branches de l'intelligence artificielle, des fois les chercheurs eux-mêmes de l'IA ne sont pas tendres entre eux. Et puis également, je pense qu'on est l'un des rares domaines où vous avez à la fois une association française de l'intelligence artificielle et à la fois une association française contre l'intelligence artificielle. Voilà. Alors, à partir de ça, qu'est-ce que j'ai quelques planches que je vais utiliser qui vont être un peu complémentaires. Ça, c'était simplement, je vais passer assez vite là-dessus. Je pense que David l'a bien expliqué. Les différentes raisons qui ont fait effectivement qu'il y a une émergence ces derniers temps autour de l'apprentissage profond des réseaux de neurones, du calcul massif réparti. Donc ce qui est assimilable au big data, et puis de l'augmentation des capacités de calcul. Alors, moi, ce que j'aime bien quand même dire en général, c'est que alors le terme intelligence artificielle est peut-être mal approprié. Quand il a eu pendant un an la chaire d'informatique au Collège de France, à sa leçon inaugurale, Yann LeCun avait dit, en fait, plutôt que vous parler d'intelligence artificielle, je vais vous parler d'intelligence augmentée. Et en fait, les problèmes qu'on traite, effectivement, ils ont quand même deux natures un peu différentes. Il y a bien des problèmes où on vise finalement à reproduire des fonctions cognitives, et il y a quand même aussi toute une gamme de problèmes où on vise à s'attaquer à des problèmes qui n'ont pas de solution analytique, qui sont fortement calculatoires, et on ne sait pas exprimer un nombre de, je dirais, d'opérations élémentaires pour arriver du début jusqu'à la conclusion. Voilà, et à partir de ces deux grandes, je pourrais dire, catégories finalement, qu'est-ce qu'on va essayer de faire comme opération élémentaire? Détecter, reconnaître, corréler, prédire, déduire et induire, qui sont les deux grandes opérations mathématiques de base. Et puis il y a une fonction support qui est très utile, effectivement, c'est apprendre. Alors, vous voyez, après on reparle, observabilité, etc., des choses, je ne vais pas insister là-dessus. Ceci, à mon avis, par contre, est plus intéressant pour dire que vous avez bien des techniques élémentaires qui peuvent, on va rapidement voir après, j'en ai quelques-unes, des problèmes d'optimisation, des problèmes effectivement de reconnaissance de forme. Et puis, à un moment donné, en fait, il faut voir, c'est que quand on va vouloir aller vers des applications complexes, en fait, l'intelligence artificielle, c'est un domaine d'intégration.
Donc vous pouvez faire des applications élémentaires. Pour faire des applications élémentaires, il suffit de prendre une catégorie de type d'algorithme. Voilà. Et on peut, aujourd'hui, ça peut se développer assez vite quand c'est une dérivée de quelque chose d'existant. Donc quand vous avez un réseau de reconnaissance comme Deepface, donc l'algorithme utilisé par Facebook pour reconnaître des visages, on va dire qu'on est bien dans cette catégorie d'applications élémentaires où on prend un algorithme qui peut être sophistiqué, hein, parce que c'est quand même un réseau de neurones à 9 niveaux, je crois, et qui apprend sur plusieurs millions de... Donc c'est quelque chose d'assez sophistiqué. Et il y a un type d'algorithme. Et puis, quand on va vouloir aller vers, on va dire, des fonctions, d'accord, eh bien, il va être nécessaire de combiner plusieurs algorithmes. Et donc, David a parlé effectivement de l'équivalent un peu de questions pour un champion aux États-Unis. Et en fait, on voit bien qu'il y avait plusieurs opérations qui étaient nécessaires parce que, je dirais, la machine, elle était dans les mêmes conditions. Il n'y avait pas quelqu'un qui lui tapait les questions, je dirais, sur un clavier. C'est-à-dire, c'était comme un candidat. Donc, il fallait d'abord avoir une opération de reconnaissance de langage, de transcription. Il fallait ensuite être capable d'avoir une analyse sémantique pour trouver finalement quelles étaient les notions sur lesquelles portaient les questions. Après, il fallait fouiller dans des bases de données qui souvent étaient réparties parce qu'en fait, il n'y a pas une base de données. C'est comme vous entendez parler parfois du data lake. On vous dit il y a un data lake, il y a un lac de données comme s'il y en avait un seul. Non, en fait, il n'y en a pas qu'un seul. Il y en a plusieurs, et donc plusieurs bases de données. Donc, il faut savoir où aller chercher. Voilà, et puis après, il fallait être capable de restituer. Donc, vous voyez, on est déjà en train de créer une chaîne algorithmique. Alors après, évidemment, vous comprenez bien que quand on en est à un système, c'est-à-dire, on va essayer de faire finalement un robot, entre guillemets, autonome, où on doit enchaîner à la fois des tâches de perception et des tâches d'action, et si en plus, on veut être dans un domaine où on va travailler dans un environnement incertain, puis même dans des domaines, on va y revenir, ce qu'on avait appelé des domaines non structurés, non coopératifs. La différence, alors, non structuré, un véhicule, vous allez voir un petit peu, c'est un véhicule sans chauffeur, les futurs véhicules autonomes que vous aurez un jour, normalement, quand on va en parler, ils ont un plan. D'accord ? Ils ont des plans et puis ils cherchent à circuler sur des routes. D'accord ? Dès qu'on cherche à ne plus circuler éventuellement sur des routes, on n'est plus dans un environnement structuré. Environnement coopératif, coopératif parce qu'effectivement, il y a par exemple le GPS, il y a un système de positionnement global. Et dans des missions militaires, on n'a pas forcément tout le temps l'accès à ce système. Il peut avoir été brouillé, etc. Donc vous voyez des dimensions supplémentaires. Alors donc quand on mixe tout ça, effectivement, on en vient à quelque chose d'assez sophistiqué et qui n'est possible qu'à partir du moment où on va combiner un ensemble d'algorithmes. Alors, bon, ça, je ne vais pas m'étendre, c'est juste pour vous faire voir effectivement que, alors nous, on les a classés entre 4 grandes familles, l'apprentissage, la partie en fait qui est liée à la connaissance au raisonnement, la partie qui est pour les problèmes d'optimisation et puis les systèmes multi-agents. Et vous voyez une petite décomposition. En fait, c'est une petite vue, d'accord ? C'est chaque domaine, on peut vous l'éclater à chaque fois en autant de fois. L'INRIA a décomposé ses équipes qui travaillent en intelligence artificielle en une trentaine de sous-domaines, d'accord ? Voilà. Et chaque équipe et chaque qui s'en occupe elle-même travaille sur plusieurs branches. Donc, il y a une ramification extrêmement importante. Alors, je vous parlais un peu de maturité. Alors, je suis venu avec ça. On a fait un petit travail, nous, de notre côté, mais comme on est en train de le mettre au point, je ne vais pas forcément tout vous montrer un certain nombre de supports dont on dispose aujourd'hui. Je suis parti de ça. Alors, avant d'en arriver sur des fonctions ou je dirais des niveaux d'intégration assez élevés, peut-être de manière assez rapide sur les grands domaines que sont la voix, l'image et les images de différents capteurs, des problèmes d'optimisation, de fouille. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui comme état de l'art ?
je pense que vous avez tous constaté qu'avec votre smartphone, vous commencez à avoir aujourd'hui une bonne aptitude à ce qu'il reconnaisse votre voix. Je pense aussi que vous êtes conscient que dès qu'on fonctionne dans des conditions bruitées, ça marche nettement moins bien que quand vous êtes tout seul chez vous. D'accord ? Donc ça, c'est quand même le premier niveau de limitation. Sur tout ce qui est autour, on va un peu plus loin que la loi sur les langues. Aujourd'hui, entre les principales langues, effectivement, on commence à avoir des bons taux de traduction. Il y a des gens qui annoncent que sur les grandes langues en traduction, on fait 80% avec l'outil logiciel et 20% du travail avec un traducteur. Ce sont les grandes langues, d'accord ? Dès que vous allez aller sur des langues un peu exotiques, surtout qu'en fait, il y a quelque chose qui est comme en fait dans des systèmes d'informatique où en fait on a différents référentiels, à un moment donné, on passe par ce qu'on appelle un modèle pivot. D'accord ? C'est-à-dire vous n'allez pas traduire directement d'une langue dans une autre langue, mais en fait vous traduisez en passant par une langue intermédiaire, parce qu'en fait ce que vous disposez, c'est par exemple, vous disposez d'un traducteur entre le pashtun et l'anglais, entre l'anglais et le français, et vous allez tenter de traduire effectivement le français au pashtun en passant par une langue pivot, ce qui va forcément dégrader par rapport à une traduction directe. Voilà. Donc, dès qu'on quitte les langues, les très grandes langues, d'accord, l'anglais, le mandarin, évidemment, dès qu'on quitte les très grandes langues où finalement il y a beaucoup de consommateurs, il y a nettement moins d'appétence des gens qui travaillent dans ces domaines-là pour investir sur la traduction. Dans tout ce qui est lié aux images, en fait, le domaine civil, j'ai un petit transparent qui le montre, c'est beaucoup occupé de tout ce qui est les images dans le domaine du visible. Alors, dans le domaine du visible, effectivement, aujourd'hui, il y a des systèmes de reconnaissance avec de très bons niveaux. Si les images se ressemblent beaucoup et qu'on a un problème de classification, d'accord, c'est le cas par exemple pour les tumeurs. En fait, aujourd'hui, on sait que la machine est passée devant les meilleurs photo-interprètes médicaux. Voilà. Mais c'est sur un certain type d'image. Dès qu'on va passer sur des images où vous avez des faibles résolutions, même dans des caméras dans le visible, et puis aussi, on en revient au flou, finalement, et puis vous allez partir sur d'autres capteurs, d'accord ? Les radars, les sonars, les systèmes de guerre électronique, ce n'est pas des catégories qui ont été beaucoup utilisées dans le domaine civil, et donc à ce moment-là, effectivement, les performances qu'on va avoir aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes. Voilà. Dans les problèmes d'optimisation, c'est un peu la même chose. On commence à avoir des algorithmes pour planifier assez bien en 2 dimensions, d'accord ? Et même si effectivement les chemins sont tracés, vous avez des navigateurs GPS qui vous permettent d'aller d'un point à un autre. Alors vous pouvez dire le plus court, le plus rapide, etc. Ça fonctionne assez bien. La planification en 3 dimensions, aujourd'hui, ce n'est pas un problème qu'on sait traiter. Ou alors on est obligé de le traiter par couches successives et de regarder comment on navigue dans ces couches successives, par exemple. Dans tout ce qui est la fouille de données, ça marche bien pour les données structurées. Dès qu'on quitte le monde des données structurées, qu'on est dans des données qui vont être hétérogènes, ça marche quand même moins bien. Problème important, vous entendez beaucoup parler de chatbots, d'accord, c'est-à-dire des agents conversationnels. Si c'est pour traduire finalement une liste de FAQ, Frequently Asked Questions, d'accord, en fait ça marche bien à partir du moment où effectivement on est dans un diagnostic avec une source unique, c'est-à-dire c'est comme une panne et en fait on sait que la panne, vous avez un symptôme et on le relie directement à une cause. Quand les causes sont multiples aujourd'hui, c'est un problème qui reste un problème difficile. Voilà. Donc tout ça pour dire que tout n'est pas possible. Il y a une communication qui a été faite en 2017. C'est une étude qui a été faite dont je vous reproduis quelques éléments ici, par Yale et Oxford. Et ils ont interviewé 350 chercheurs en IAN en leur demandant finalement, au vu de l'état de maturité de la technologie aujourd'hui, quand est-ce qu'ils estimaient qu'un certain nombre de tâches seraient réalisées par la machine. Voilà. Alors,
j'en ai pris quelques exemples. En fait, ce qu'il faut voir, il y a deux choses. Et premièrement, vous allez voir qu'il y a des choses que vous pensez peut-être très rapides, du genre la voiture totalement autonome niveau 5, c'est-à-dire totalement autonome niveau 5, ça veut dire qu'il peut circuler sur tout type de route et dans tout type de conditions de circulation. C'est-à-dire il y a beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de monde, etc. Bon. Alors, il y a deux choses importantes. C'est, vous voyez, le point, c'est la moyenne. Et en fait, la barre est extrêmement importante parce que ça vous montre aussi l'écart entre les plus optimistes et les moins optimistes. D'accord ? Ce qui montre effectivement qu'on est encore dans un domaine où finalement on a un niveau de maturité qui est encore largement perfectible. Hein ? Vous voyez, ils ont dit le chatbot bancaire équivalent à un humain, c'est-à-dire vous appelez la banque et vous avez un conseiller comme un conseiller, vous estimez votre conseiller standard entre guillemets. Bon. Vous voyez, ils se sont dit, bon, l'ordre de grandeur, dans 7 à 8 ans, les plus optimistes ont dit peut-être d'ici 4 ans, les moins optimistes ont dit il faudra plus de 15 ans. Vous voyez, donc il y a quand même une certaine marge de manœuvre. Sur les voitures autonomes, j'ai mis en dessous, vous voyez, les différents niveaux qui correspondent avec d'autres études qui corroborent, qui sont des études sur des cabinets spécialisés comme Gartner et PwC, parce que ça, c'est un domaine, si vous voulez, où il y a de tels enjeux économiques derrière que tous les constructeurs font travailler des cabinets qui sont spécialisés, qui décortiquent partie par partie pour essayer de regarder deux choses, c'est quelle technologie vaut mieux prendre à un endroit ou à un autre endroit, et puis également de savoir, de constituer des roadmaps et d'en arriver à savoir quand est-ce qu'on peut aboutir le plus vite et éventuellement avec plusieurs branches, etc. Bon, c'est à peu près le même résultat pour la moyenne que ce qui a été trouvé par l'étude d'Oxford et puis de Yale. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas négliger évidemment les résultats qui sont accessibles aujourd'hui. Il ne faudrait pas non plus croire que, je dirais, on va être face demain à une génération d'intelligence artificielle qui nous échapperait. Alors, je ne sais pas, vous avez entendu qu'il y avait des gens, on avait dit Google, ils ont débranché, ça leur a échappé, ils ont cru que, bon, etc. Là, je pense qu'à un moment donné, on bascule quand même un peu dans le fantasme aujourd'hui. Et il n'y a pas si longtemps, comment il s'appelle, celui qui a fait Siri, Luc Julia, il a écrit un livre où il a dit l'intelligence artificielle n'existe pas, parce que lui, en fait, il a dit c'est aujourd'hui, avec toutes les techniques qui existent, de toute manière, être capable de reproduire l'intelligence humaine telle qu'elle existe, on n'a pas, même en assemblant les différentes techniques qui existent aujourd'hui, on ne sait pas effectivement si c'est possible. Appréciation qui était relativement dans le même sens dans le rapport de la mission Vallini, où effectivement, à un moment dans le rapport, il est écrit que sur la question de savoir si on arrivera à être au niveau un jour de l'intelligence humaine ou de vraiment la dépasser, pas pour des tâches très spécialisées, hein, comme David vous a expliqué. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a prouvé que la machine sait être meilleure que l'homme pour interpréter des images tumorales ou être meilleure que l'homme pour le jeu de Go. Ben oui, mais cet algorithme, il ne sait faire qu'une chose. Il sait faire soit la détection d'images tumorales de tel type de cancer, soit effectivement jouer au jeu de Go. D'accord ? Là, vas-y. Allez, bien sûr. Il marche. Ouais. En fait, c'est une insiste qui est complémentaire à ce que vous êtes en train de dire. Je pense que, parce qu'on pose régulièrement la question, est-ce que des systèmes d'intelligence artificielle vont prendre le dessus à un moment donné la question que les gens se posent, c'est en gros, est-ce que des systèmes d'intelligence artificielle vont intentionnellement s'organiser pour prendre la main prendre le contrôle de certaines situations, etc. Alors, souvent, je réponds par cette métaphore en disant que se poser cette question aujourd'hui, c'est se poser la question de la surpopulation sur Mars. Peut-être qu'un jour, on se la posera, mais on n'y est pas encore. Peut-être que ça viendra. Et quant au fait de savoir est-ce que des systèmes automatiques peuvent prendre le contrôle de certaines situations, c'est déjà le cas aujourd'hui. Je veux dire, dans plein de cas, vous savez, il est arrivé
assez souvent qu'il y ait un bras de fer entre un pilote et le pilote automatique, par exemple, que le pilote automatique ne veuille pas rendre la main au pilote. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé, ça a été même la cause d'incidents, voire d'accidents. Donc ça, c'est déjà arrivé. J'ai vu il y a quelque temps une vidéo du crash boursier de Chicago de 2013. C'était une vidéo qui durait 20 minutes et on voyait en fait la salle des marchés avec les traders qui étaient assis. Donc c'était un grand nombre de traders qui regardaient un écran et pendant 20 minutes, la seule chose qu'on entendait, c'est « Oh my God ». Et ils voyaient en fait ce qui se passait, ils voyaient en fait les algorithmes de HFT, donc de trading haute fréquence, qui transféraient donc des sommes gigantesques d'un côté du monde à l'autre sans rien pouvoir faire. Ils ne pouvaient rien faire parce que de toute façon, débrancher, il n'y avait rien à débrancher. Ça se faisait. Donc ça arrive déjà que des systèmes comme ça, à un moment donné, ont le contrôle de certaines situations et qu'on ne peut rien faire. De là à ce que des intelligences artificielles se coalisent pour dire, voilà, on prend le contrôle de certaines situations, là, on n'y est pas encore. Alors ça m'aide. On va y revenir, je pense, aussi dans les questions, mais sur les systèmes de combat, entre la détection et la riposte, les automaticités de traitement quasiment en temps réel, quand les capacités de calcul vont le permettre, vont quand même automatiser un certain nombre de choses. Et là, on ne rentre pas simplement dans l'intelligence artificielle employée pour du diagnostic. On est dans une chaîne extrêmement intégrée qui peut aller jusqu'à la riposte. Oui, effectivement, oui, mais pour des tâches où à un certain moment il y aura quand même des validations humaines, oui. Oui, mais jusqu'où là on voyait dans le schéma la voiture automatique, c'est vrai, bon, ça nous rassure de se dire qu'il y a forcément l'intelligence humaine, mais par exemple qui quelquefois vont porter sur des logiques de sécurité qui peuvent être si l'intelligence humaine intervenait, elle prendrait un arbitrage en fonction de critères réflexes ou au contraire de critères éthiques pour croiser différentes problématiques de sécurité. Là, la machine, comment elle va hiérarchiser, par exemple, entre respecter le code de la route et éviter de tuer un piéton qui ne respecte pas, lui, le code de la route, préférer tuer la poule plutôt que le piéton. L'humain, il intègre ça immédiatement. Donc, comment la machine, devant intégrer des logiques très différentes, mais qui sont certainement rentrées dans la machine comme toutes des logiques de sécurité, va réagir. Et alors, pour le combat, c'est encore plus décisif. Là, sur la machine, elle va réagir par un ensemble de règles, de toute manière. C'est ce qui, il va y avoir une double approche, c'est-à-dire il va y avoir une approche où effectivement c'est un ensemble de règles. Aujourd'hui, il reste plus efficace d'apprendre le code de la route par un ensemble de règles comme un système expert que de le faire apprendre en observant un ensemble de conducteurs, d'accord. Et par contre, après, pour regarder effectivement la route, on utilisera bien aussi des algorithmes qui sont basés plus sur les données parce qu'effectivement, c'est plus, les techniques de reconnaissance de forme qui sont en jeu. Après, je pense que sur les systèmes critiques, il y aura des études de sécurité, comme on fait des études de sécurité pour tous les systèmes critiques. Aujourd'hui, on fait des études de sécurité, c'est-à-dire on décompose quels sont les événements qui sont indésirables, on regarde quelles sont les occurrences, on regarde quelle est la criticité, c'est-à-dire est-ce que c'est catastrophique ou est-ce que c'est tolérable, etc. Et en fonction de tout ça, je dirais, on est appelé à utiliser le système dans certaines configurations où finalement l'humain doit valider. Il y a aussi des cas de système critiques où finalement, tant qu'on n'a pas remis à niveau, tant qu'on n'a pas fait des modifications au système, on ne peut pas le mettre en service parce qu'effectivement, on considère qu'on a abouti toujours à des cas de figure où finalement, les risques pris sont trop importants. Et donc, dans les systèmes critiques, les algorithmes d'intelligence artificielle, on va bien être obligé de les traiter de la même façon. Je pense que, pour compléter ce que dit Jérôme, je pense que moi, quand je regarde en fait la question de l'éthique autour de l'IA aujourd'hui,
je me dis au moins une chose, c'est que jamais des technologies nous ont fait poser autant de questions sur notre propre éthique. Et ça, je trouve que c'est un point très positif. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, personne ne se posait la question de savoir si un conducteur, s'il doit choisir entre une personne âgée ou un enfant. Non, mais c'est une poule. Oui, ça, bien sûr. Ça, je pense que la poule s'en sort parce que la machine aura intégré qu'une poule n'apprend pas le code de la route. Et donc, quand elle ne traverse pas dans les clous, elle est quelque part dans son droit, alors que le piéton, lui, est dans son tort. Et donc, on percute. Je dis ça parce qu'en réalité, c'est des tests qui ont prouvé pratiquement comme ça que réagirait aujourd'hui, en tout cas, à ce degré d'apprentissage d'intelligence artificielle. Ça me rappelle la différence entre impliqué et concerné. Je ne sais pas si vous m'expliquez la différence entre impliqué et concerné. C'est quand vous faites si vous faites une omelette au lardon, la poule est concernée, mais le cochon est impliqué. Donc, je pense que sur le code de la route, vous allez... Je vous incite plutôt à reprendre votre philosophie sur l'éthique. Oui, non, mais c'est vos questions sur le lardon. Non, mais je vous dis, est-ce qu'on choisit la poule ou est-ce qu'on... Je pense que, voilà, dans certains cas, il y en a un qui est concerné, l'autre qui est impliqué. Je pense que sur la question de l'éthique, en fait, et de la validation des systèmes, et c'est un vrai sujet. Quand je disais tout à l'heure que l'une des conditions d'appropriation des technologies d'intelligence artificielle dans les systèmes critiques, c'est la responsabilité, comme j'ai dit, by design, donc le terme dédié, par construction, c'est aussi à ce genre de principe que je faisais référence. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a un certain nombre d'entre nous, je pense ici, connaissent par exemple les livres de science-fiction d'Asimov et les règles qui étaient posées dans les livres d'Asimov en disant voilà, que le robot ne doit jamais nuire à un humain, même si, etc., etc. Et c'était des choses qui étaient assez cohérentes. Ça fait toujours sourire, mais en fait, c'est des choses qui sont extrêmement profondes et très subtiles. Et je pense que dans le fait de valider des systèmes et de les encadrer par des principes, justement, de responsabilité qui peuvent être des principes éthiques, à mon avis, c'est des conditions fondamentales. J'aime bien raconter une anecdote qui m'est été restée, qui m'avait frappé à l'époque, parce que j'étais jeune doctorant, je me souviens, et il y avait un système qui était utilisé par le département de défense américain, encore une fois, pour entraîner les amiraux à piloter des flottes navales. Et donc ça, c'était dans les tout début des années 90, fin des années 80, début des années 90. Et c'était une sorte de serious game, comme on dit aujourd'hui, avant l'heure. Donc c'était en fait un simulateur. Et les amiraux jouaient contre le système, en gros, à la bataille navale. Et le système gagnait tout le temps. Il gagnait tout le temps et on ne savait pas trop comment il faisait pour gagner. C'était pas les Anglais, les amiraux. Il gagnait tout le temps. Et puis, comme pour les chars russes tout à l'heure, on a été regarder un peu qu'est-ce qu'il faisait. Là, on a retracé un peu le fonctionnement du système. Et on s'est rendu compte en fait, que le système se débarrassait de ses propres bateaux qui étaient touchés. Dès qu'il avait un bateau dans sa flotte qui était touché, il le détruisait parce qu'il a constaté que les bateaux qui étaient touchés ralentissaient la flotte. On n'a jamais dit explicitement au système qu'il fallait faire ça. On lui a dit qu'il fallait qu'il maintienne une vitesse maximale de la flotte. Il avait un petit système d'inférence, donc il avait vu qu'un bateau touché avait une vitesse moindre, donc il a fait une inférence toute bête en se débarrassant du système, il allait continuer à avancer vite. Je pense qu'aucun d'entre nous n'aurait voulu être dans un système de la flotte qui était piloté par le système. Et donc, c'est typiquement un cas où l'algorithme n'a pas été prouvé. Je veux dire, il n'a pas été validé dans le sens où le système allait faire ce qu'on attend de lui et pas des choses, pas des mauvaises choses. Donc c'est typiquement un cas de comportement non éthique, non intentionnel. Et je pense que pour les véhicules autonomes, quelle que soit leur nature, ce type de principe, je veux dire, s'il y a un principe qui était dans le système qui aurait dit ne jamais se retourner contre sa propre équipe, par exemple, quoi qu'il en soit, le système n'aurait pas fait ce genre de choses. Et c'est à ce genre de choses que je crois. Alors, je repasse la parole à Jérôme Lemestre, parce que comme il écrit en partie la feuille de route pour le ministère de la Défense, on voudrait être très vite rassuré sur la suite. Alors, sur l'éthique, peut-être un mot quand même, autour des missions offensives, il y a une vraie question d'éthique.
Sur tous les autres sujets qu'on voit dans les chartes qui fleurissent un peu à droite et à gauche, quand on les regarde, en fait, moi je dirais il y a un peu de deux catégories. Vous trouvez par exemple des règles sur le fait qu'il n'y ait pas de discrimination sur les données, etc. Alors, il y a toute cette partie-là, en fait, nous, le constat qu'on fait, c'est de toute manière, en France, il y a des lois. Et donc, on doit respecter ces lois. Donc, en fait, ce n'est pas une question d'éthique. D'accord ? Je parle de ça parce qu'en fait, c'est dans des chartes, vous prenez la charte de Montréal, vous prenez d'autres chartes, c'est un des éléments de la charte. Puis après, vous en avez d'autres où, effectivement, David disait, on doit le sécuriser. On doit sécuriser l'algorithme en sens de la sécurité informatique. Mais ça, pour tous les systèmes critiques, c'est une démarche normale. Donc, conclusion, ça veut dire que dans les chartes d'éthique qu'on voit fleurir un peu à droite et à gauche, il y a une partie qui, en France, ce sont des obligations légales, d'accord, donc on doit la respecter, et les autres, ce sont des bons principes de gestion d'un système critique. Voilà. Après, il y a effectivement la question qui est plus autour des missions offensives et, on va dire, de l'engagement du feu, par exemple. Bien. Je reviens sur les applications. J'allais passer un peu aux applications militaires, d'accord ? Juste pour vous dire effectivement qu'en plus, c'est effectivement un sujet qui est dans la revue stratégique qui a été mentionné et que dans la mission Villani qui était un peu concomitante avec quelques mois de décalage, la défense a été considérée comme un secteur clé pour la France. Alors, il faut bien noter que les secteurs clés, ils ont été considérés en se disant il faut que ces secteurs, ce qui était un très bon point, je pense, vu de la mission Villani, c'était de dire au lieu de considérer, alors ça ne veut pas dire que quelqu'un qui fait du commerce électronique ne peut pas faire de l'IA en France, c'est simplement qu'à un moment donné, si on a des moyens qui sont plus limités et qu'on doit essayer de mettre l'accent sur certains moyens, autant le faire sur des secteurs où on considère qu'on a une carte à jouer parce que finalement, je dirais, il n'y a pas un si grand écart par rapport aux leaders qu'on ne puisse pas effectivement faire quelque chose. Et d'autre part, on considère qu'on est dans des domaines où effectivement, on va dire, on a un secteur industriel qui n'est pas négligeable. Voilà. Et donc les secteurs, vous voyez bien, santé, environnement, transport, mobilité, défense, sécurité, c'est effectivement des secteurs où effectivement il y a de l'industrie en France et donc il y a une carte à jouer. Alors, ceci c'est pour vous dire effectivement que la défense est un secteur d'intégration large spectre. Alors, je vous ai mis un peu de type, je vous ai mis aussi qu'on s'intéressait au processus, à des choses plus internes. Les processus internes, c'est finalement tout ce que, je dirais, une grande entreprise ou une autre administration peut s'occuper parce que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a des gens qui regardent comment ça peut aider à recruter ou à, justement, c'est le problème du churn, éviter que les gens quittent l'entreprise ou quand est-ce qu'il y a des signes qui font qu'ils risquent de quitter l'entreprise. Voilà. Dans le domaine juridique, etc. Et donc, ces applications-là, je dirais, le ministère des Armées, comme toute grande entité, je dirais, s'en saisira et va regarder les offres qui sont disponibles et regarder comment elles peuvent nous servir pour améliorer notre fonctionnement. Puis après, il y a effectivement le domaine qui est plus des systèmes opérationnels. Vous voyez ici une petite classification entre des applications sur les capteurs, où en fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Détecter, reconnaître, identifier. Des applications sur le renseignement, où on est beaucoup plus déjà sur de la fusion, de la corrélation entre des données. Des applications sur le commandement, où finalement, on va retrouver souvent d'autres formes de fusion de données et puis également des aides à la décision. La cybersécurité est de manière générale, alors vous comprenez bien qu'il y a des secteurs où à la fois c'est très militaire et d'autres où c'est partagé et d'autres où ça dépend des données. C'est-à-dire que pour savoir s'il y a une certaine dualité et s'il y a une proximité avec le domaine civil, finalement il y a au moins deux grands aspects à regarder. C'est est-ce que le problème qu'on se pose est proche du problème regardé dans le domaine civil et d'autre part, est-ce que les données qu'on a sont proches de celles qui sont regardées dans le domaine civil. Vous le comprendrez bien, par exemple, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être inspirant, mais vous comprendrez bien qu'entre un plateau de jeu de Go et une situation opérationnelle en Afrique, la modélisation du problème est assez différente et donc l'algorithme qui peut être utilisé risque quand même d'être assez différent.
C'est la même chose pour les données. Je vous ai dit, vous pouvez avoir le meilleur algorithme de reconnaissance dans des images dans le visible. Si vous avez un radar 3D de surveillance, je crains que ça ne vous soit pas d'une très grande utilité. Voilà. Sur les plateformes, alors on peut peut-être commencer par les plateformes. Sur les plateformes qui restent habitées, beaucoup d'applications autour des interfaces homme-machine, alors plus généralement les interactions homme-machine. Et d'ailleurs, quand David est intervenu, je voulais dire après qu'il faut qu'on organise dans la durée. C'est bien le problème de oh my god, c'est effectivement, c'est le truc lui échappe parce que finalement on se dit l'interaction entre la machine et l'homme n'a pas été positionnée de façon adéquate. C'est un problème très ancien d'informatique. Hein. En même temps qu'il disait ça, je me rappelle, mes parents dans les années 80, on est allé pour commander une voiture, ils ont dit toutes les options, à la fin on leur a dit ça rentre pas dans la machine. Bon, ils ont réessayé, etc., ça rentrait pas, on est parti, on a changé de garage. Voilà. C'était déjà un problème de l'informatique, vous voyez, sans en arriver à l'intelligence artificielle, que dans toute l'informatique, à un moment donné, l'interaction entre l'homme et la machine est fondamentale. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de potentialités. On va retrouver des aides à la décision, beaucoup de potentialités aussi autour de la maintenance, planification de la maintenance, maintenance prédictive pour les plateformes. Les robots, alors c'est le Graal. Vous voyez, effectivement, c'est pas pour rien que j'ai fait de l'intelligence artificielle et de la robotique, parce qu'en général, la robotique, c'est le domaine par excellence où finalement on cherche à intégrer l'ensemble des techniques qu'on peut avoir en intelligence artificielle. Voilà. Donc dans les capteurs, vous le comprenez bien, dans la fusion de données, des choses qui sont plus particulières. On retrouve des problèmes de navigation, de planification de trajectoire, de planification de tâches, de coopération avec l'homme, et puis aujourd'hui, maintenant aussi, de groupes de robots, d'accord ? La décomposition en fait d'une tâche qui est une tâche d'ensemble et qui derrière, en fait, au lieu d'être faite par un robot, en fait, ils vont coopérer pour regarder comment se distribuer ces tâches. Voilà. Et puis les réseaux, vous voyez, les réseaux où effectivement l'optimisation, la surveillance de ces réseaux. Un réseau de téléphonie, en fait, il y a toujours une partie qui est en panne, d'accord ? Donc, en permanence, on est en train de rerouter pour faire en sorte que l'autocommutateur qui est en panne, voilà. Dans les réseaux militaires, on a en plus des radios qui sont très hétérogènes, qui n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques. On en a qui sont, par exemple, avec des systèmes d'évasion de fréquences, d'autres pas. Donc, ça amène des caractéristiques sur les réseaux de télécom qui sont assez complexes. Et donc, comment optimiser le flux et comment utiliser au mieux la bande passante pour finalement, on n'en a jamais assez, donc il faut regarder comment utiliser au mieux cette bande passante. C'est un vrai problème pour l'intelligence artificielle. Alors, on revient sur des choses dont je vous ai un peu parlé pour vous montrer la différence entre les secteurs. Donc, vous voyez d'ailleurs que je m'inspire aussi de choses faites par Thales, puisque sur les quantités, c'est Thales qui a fait ces estimations et qui vous montre aussi effectivement sur la variété des données, tout un tas de données qui sont bien connues du domaine civil, tout un tas de données qui sont utilisées dans le domaine militaire. Les contraintes particulières, donc certaines dont on a déjà parlé, avec David. Donc vous voyez effectivement la nature des capteurs. On a beaucoup de capteurs qui ne sont pas des capteurs qu'on retrouve dans le domaine civil. Les réseaux contraints, hétérogènes, des réseaux de télécommunications. Parce qu'à un moment donné, vous comprenez bien qu'on va chercher à faire de la fusion de données, mais des données qui ne sont pas réparties au même endroit. Il faut qu'elles viennent de plusieurs endroits, ces données-là. Donc effectivement, il va y avoir beaucoup plus que dans des secteurs où finalement, si vous voulez, vous avez de la fibre optique entre tous les calculateurs. Là, ce n'est pas du tout la même chose. Donc vous avez besoin de travailler beaucoup plus sur la répartition des traitements, sur la distribution des traitements, que ce qu'on peut voir dans d'autres secteurs. Milieu non structuré, milieu non coopératif, je vous en ai parlé pour vous faire la distinction déjà entre finalement les véhicules sans chauffeur et puis la robotique qu'on pourra trouver dans nos domaines. Les systèmes embarqués, donc ça a déjà été évoqué, on a effectivement à la fin, ça doit aller
sur un bateau, un avion, un char. Et donc, comme le disait David, c'est plus c'est petit, sur un missile parfois aussi, plus c'est petit, plus c'est inconcentré, plus effectivement on a un défi à trouver en termes de capacité d'emport et de consommation énergétique. L'intégration dans le système, parce que vous pouvez, c'est un vrai sujet, vous pouvez à un moment donné considérer que sur un sous-système ou un équipement, vous avez trouvé la martingale avec quelque chose qui est extrêmement performant, mais en fait, il faut encore réussir à l'intégrer dans l'ensemble de votre système. La notion de qualification système, donc effectivement, la qualification système, c'est quelque chose qui existe pour les systèmes critiques. Ça veut dire, on a un système, il a des spécifications, et donc on va s'assurer qu'il répond bien aux spécifications. On va s'assurer en général qu'il répond bien, je dirais, à un référentiel réglementaire. Et puis, il y a souvent des études de sécurité pour regarder est-ce que les risques sont maîtrisés dans des proportions qui sont acceptables ou quelles sont les mesures qu'on a prises pour qu'elles soient acceptables. Peut-être quelques points complémentaires par rapport à ce qui a été dit autour de nos notions. Alors, tout d'abord, je vais parler de l'IA enfouie et puis peut-être aussi de l'apprentissage en ligne. Alors, l'IA enfouie, c'est quoi? Qu'est-ce que ça serait, l'IA enfouie? L'IA enfouie, c'est quand on a des grands systèmes, vous comprenez bien, on s'adresse à des maîtres d'œuvre et puis le maître d'œuvre, il trouve des sous-systémiers. Dans l'automobile, on appelle ça des équipementiers et puis on va descendre de plus en plus bas jusqu'aux composants. En fait, l'IA enfouie, la difficulté de l'IA enfouie, et il faut avoir une grande attention là-dessus, c'est dans quelle mesure, à un moment donné, vous n'allez pas avoir dans un composant d'un sous-système, finalement, un algorithme, entre guillemets, non traditionnel dont le comportement n'est pas tout à fait maîtrisé. Aujourd'hui, les cahiers des charges qu'on avait l'habitude de faire ne supposaient pas que ça pouvait arriver. Donc demain, il va falloir faire des cahiers des charges en se disant que peut-être, effectivement, il y a quelqu'un qui, à un endroit, a mis ça, pas forcément, enfin, peut-être de très bonne foi, parce qu'il s'est dit, j'avais un algorithme classique, il avait un certain niveau de performance, moi j'ai un problème de données qui est un problème finalement bien balisé, j'ai un algorithme qui est plus performant, il y a peut-être quelques effets de bord, il faut voir s'il a lui-même qualifié son équipement, d'accord ? Mais quand on met ça dans un système vaste, la question c'est effectivement est-ce qu'on risque d'avoir parfaitement la maîtrise. Donc c'est un vrai sujet qu'on va avoir dans la qualification des grands systèmes critiques. L'autre c'est autour de l'apprentissage en ligne, c'est-à-dire le fait de je continue à avoir des données, je continue d'apprendre. Bon, j'aime beaucoup l'exemple de Netflix, je le pratique aussi abondamment, d'accord ? Bon, normalement effectivement le risque est relativement faible. Que ça porte à conséquence, bon, on ne sait jamais, hein, si on tombe sur un psychopathe, peut-être qu'effectivement, si on ne lui présente pas le bon film, il va sortir un fusil et abattre tous les gens qui étaient avec lui pour regarder le film, mais autrement, normalement, le risque est assez faible. Je dirais, dès qu'on est sur des systèmes critiques, on ne peut pas continuer à apprendre et ne pas maîtriser le système. Un élément de base pour la qualification d'un système, c'est d'être capable de définir un état de référence. Si vous n'avez pas d'état de référence, vous n'êtes plus capable de faire une qualification. D'accord ? Donc, on ne peut pas rentrer dans des logiques où, effectivement, on continue perpétuellement d'apprendre. Alors, vous allez me dire, mais alors, on perd du savoir potentiel ? Non, on ne perd pas du savoir potentiel. C'est simplement que vous avez une version, elle est qualifiée. Ensuite, vous continuez à prendre des données, vous les enregistrez. À un moment donné, vous allez être capable de faire une deuxième phase d'apprentissage avec l'ensemble de vos données, les nouvelles qui ont été acquises, etc., d'avoir une deuxième version de système qui prendra ça en compte. Voilà. Mais c'est très différent d'avoir un apprentissage continu où finalement, parce qu'au moment où on va regarder effectivement, et dans l'évolution des spécifications, notamment dans tout ce qui est l'apprentissage à partir des données, il faudra avoir des règles assez précises sur la représentativité de la population des données pour éviter d'avoir des biais. D'accord ? Les biais viennent beaucoup moins des algorithmes que des données. C'est parce que les données sont biaisées. D'accord ?
de bonne foi ou pas. Et c'est comme ça que vous arrivez au fameux exemple de l'IA qui était devenu raciste de Microsoft, parce que il n'y a pratiquement pas de copus d'entrée. Les gens qui se jettent dessus sont des humains, par ailleurs, hein, ce n'est pas des machines, hein, qui se jettent dessus ne mettent que des propos racistes, et après on dit l'IA a appris ce qu'elle a vu. Et donc si on lui donne une population qui est raciste, effectivement, elle va apprendre à devenir raciste. Voilà. Donc, peut-être oui, justement sur ce point, puis pour passer peut-être aussi la parole un peu à la salle, dans ce développement, il y a quand même deux questions. La première, on disait, il y a le code éthique, mais ça c'est difficile à apprécier, ça pose la question, mais il y a la loi, la réglementation. Oui, mais pas en temps de guerre. Donc, et même si on imaginait un monde où nous-mêmes nous respecterions toutes les conventions internationales que nous avons signées, par exemple en matière d'environnement, pas évident que notre adversaire les respecte. Donc est-ce qu'on intégrerait? On serait amené à intégrer par exemple le fait qu'on ne largue pas son kérosène avant d'atterrir sur un porte-avions. Voilà. Bon. Donc est-ce que jusqu'où on peut aller dans la modélisation, enfin en temps de guerre, quoi, ou justement qui est plutôt un monde déréglé? Le deuxième, c'est ce que vous venez de dire à l'instant sur les données. On est dans un système où justement on va essayer de leurrer, on va aller vers des systèmes où de plus en plus, par exemple, on aura intérêt à avoir, si on prend des avions de combat, des formes qui les différencient de manière assez systématique, qui viennent troubler la reconnaissance. C'est ce que vous disiez sur le panneau, il suffit qu'il y ait pour la machine un point ou un post-it qui a été fixé, finalement elle ne reconnaît pas le panneau, et donc on ne reconnaîtra pas l'avion. Si vous intégrez la logique si vous intégrez dans la logique qu'au lieu d'avoir, comme on a aujourd'hui, des systèmes d'armes qui sont, ou des artefacts qui sont systématiquement les mêmes, vous allez générer des artefacts qui sont justement systématiquement différents, dépersonnalisés ou repersonnalisés à volonté, la machine, elle ne pourra pas les traiter, parce qu'elle ne les reconnaîtra pas. Oui, il ne faudrait pas faire d'une. Ah non, mais attendez, le cas de la savane, mais le cas de la savane, en fait, c'est le cas d'un mauvais apprentissage. Mais on peut très bien le faire autrement. Oui, sauf qu'il ne faut pas généraliser. Dans le cas du temps normal, tout ça fonctionne bien. Dans le temps déréglé de la guerre, où vous cherchez la ruse, l'artifice, le changement, est-ce qu'on peut si facilement appliquer ça? Aujourd'hui, sur le monde tel qu'il est figé, oui, parce qu'on a justement les armées, sont des armées qui ont produit des milliers de missiles qui sont les mêmes, donc on sait reconnaître évidemment le missile russe, du missile chinois, du missile iranien, mais demain, si vous faites en sorte, si vous intégrez vous-même dans vos processus de fabrication, imprimantes 3D, etc., des éléments qui permettent d'intégrer de la variabilité, c'est cette variabilité qui est importante. Déjà, ce sont des domaines dans lesquels il y a des recherches pour regarder effectivement dans quelle mesure on serait capable d'encadrer et finalement d'avoir des gabarits de fonctionnement pour faire en sorte qu'on puisse avoir un apprentissage en ligne jusqu'à un certain point, c'est-à-dire dans des gabarits qui ont été modélisés. Après, je veux dire, il faut bien voir, le risque en faisant cet apprentissage en ligne, je reviens aujourd'hui, d'accord? Vous rencontrez systématiquement des ennemis d'un même type. En fait, comme ça va vous typer sur cette reconnaissance-là, dès que vous en aurez un autre type, en fait, vous êtes sûr de ne pas pouvoir les reconnaître. Oui, et ça sera la faute à l'apprentissage en ligne. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter pour passer un peu la parole à la salle? Deux sujets peut-être pour finir. Un sur la souveraineté, d'accord. Juste pour vous dire, alors ce n'est pas forcément des plus éclairants, mais on a essayé de mener un travail un peu là-dessus. C'est quand même pour vous montrer, c'est dans la revue stratégique, d'accord, où il y a eu un travail effectivement pour regarder en fonction des différents grands systèmes ou grands sous-systèmes, d'accord, et des domaines, comment on concevait la souveraineté avec des notions de coopération, avec mutuelle dépendance ou avec maintien des compétences et parfois avec un accès au marché. Donc il y a la même chose, il y a une déclinaison qui est à faire sur la partie d'IA. Il est sûr que sur des missions critiques où on veut effectivement conserver une souveraineté,
il y a sûrement des caractéristiques importantes qui sont la boîte blanche au sens où vous ne pouvez pas acheter un algorithme que vous ne maîtrisez pas, qui est une boîte noire, d'accord, comme c'est dans le domaine logiciel un code exécutable que vous ne pourriez pas, expertiser, d'accord. Vous aurez mieux savoir si à l'intérieur, il y a ne serait-ce pas que quelque chose de très simple du genre if f35 zen, d'accord, par exemple. Et puis d'autre part, c'est ce qui va permettre aussi de le faire évoluer. Je vous parle sur l'algorithme, mais c'est la même chose sur les données. C'est-à-dire que vous voyez bien, c'est toute la branche de l'intelligence artificielle qui est plus du domaine symbolique. L'algorithme, il représente la très grande majorité de la performance. Il y a des informations qui, des fois, sont les règles qui sont des règles d'experts, mais qu'on peut expertiser. Quand c'est à partir des données, ça veut dire aussi qu'il faut aussi avoir les jeux d'apprentissage. Parce que si on n'a pas accès aux jeux d'apprentissage, c'est là qu'éventuellement on a pu introduire des biais dans le comportement. Donc cette souveraineté, effectivement, ça sera à partir de ça. Pour terminer, je pense que je ne vais pas dire de mots de particulier d'Artemis. Quelques éléments pour dire comment il faut avancer pour ce déploiement. Je pense que, vous voyez, si j'ai insisté un peu sur la notion de performance, c'est que, et David avait parlé des hivers, c'est effectivement à un moment donné, un élément important, c'est effectivement le fait qu'il y ait une performance suffisante. Si vous avez trop de fausses alarmes, vous comprenez qu'à la fin, les gens n'ont pas envie ça sert pas, le système n'est pas suffisamment performant pour être mis en service. Et puis, des notions, effectivement, notamment avec l'apprentissage par les données, autour de ce qu'on appelle la robustesse. La robustesse, ça veut dire que si vous faites varier l'entrée de manière minime, vous n'ayez pas derrière un changement de comportement qui soit énorme. C'est-à-dire, c'est le fameux leurrage autour d'images où on change quelques pixels, et puis d'un seul coup, on vous dit c'était la classe bateau, et puis d'un seul coup, on vous dit c'est la classe avion, alors qu'il y a 3 pixels qui ont été changés. Voilà. Donc ça, c'est une notion de robustesse. Voilà. Ça va être extrêmement important, cette montée en maturité sur ces points-là pour aller vers une acceptation. Il y a beaucoup de travail autour, évidemment, des données qu'il va falloir qu'on enregistre et qu'on exploite de façon beaucoup plus systématique. D'accord ? Ça, c'est un point important. Il ne faut pas négliger l'importance qu'auront les réseaux. D'accord ? J'en ai parlé un peu parce qu'on a beaucoup de données qui seront distribuées et à un moment donné, même si on peut aller vers l'information symbolique, à un moment donné, il faut bien comprendre, c'est la fusion d'informations. Plus vous fusionnez des choses qui sont, je dirais, à haut niveau d'abstraction, et plus aussi, quelque part, vous perdez par rapport à la recherche de la donnée qui est plus brute. D'accord ? Alors, des fois, il y a un intermédiaire à trouver, mais évidemment, plus on a quand même de capacité, plus de communication, plus c'est important. Un point peut-être aussi sur le continuum, le transfert. Le transfert, finalement, de la recherche vers les maîtres d'œuvre. Je pense que c'est un enjeu important. La recherche, quoi qu'on en dise, dans les bas niveaux de maturité technologique, ça vient en très grande majorité de la recherche académique. Il y a quelques très grandes entreprises qui aujourd'hui se mettent à en faire, mais quand même, majoritairement, ça vient, et c'est des domaines qui sont complètement duaux. Donc il faut organiser effectivement le transfert depuis ces laboratoires vers des acteurs qui sont spécialisés dans les différentes branches et applications de l'intelligence artificielle. Et puis après, de ces acteurs-là, vers les grands maîtres d'œuvre de la défense. Alors des fois, les grands maîtres d'œuvre de la défense, ils sont aussi un acteur spécialisé sur certaines applications. Je suis sûr que Thales considère que dans le domaine du radar, il a tous les savoir-faire nécessaires pour être capable d'avoir les intelligences artificielles qui permettront effectivement de voir en dessous des niveaux de bruit habituels et de régler automatiquement en fonction des conditions d'environnement. Et voilà. Est-ce qu'on ne transférerait pas les questions vers la salle là, maintenant ? Et maintenant, je pense qu'on peut y aller. Alors, à vous maintenant.